Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance sur RLP 102.3 avec un nouveau direct depuis Périgueux. Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille, la justice et la protection de l'enfance. Donc dans ce nouveau direct aujourd'hui consacré encore une fois à nos problématiques et la spécialisation que nous avons dans notre environnement, nous recevons aujourd'hui Morgane Vincendé. Alors Morgane Vincendé, études de psychologie, coach en entreprise, gros parcours en professionnel, en RH et aussi implication bénévole en accompagnement de l'enfance. Morgane fait partie des candidates de la liste aux européennes Défendre les enfants. Morgane, es-tu avec nous ? Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Amir. Bonsoir Morgane, merci beaucoup d'être venu nous voir comme ceci sur RLP. Alors déjà, je t'ai présenté un tout petit peu, mais est-ce que tu pourrais, déjà pour qu'on sache d'où tu parles, dis-nous qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ceci et à être Morgane Vincendé aujourd'hui en fait. Comment devient-on Morgane ? Alors, comme tu l'as dit, je suis consultante en psychologie, coaching, RH. Management, je dirais que la partie psychologique, donc je l'intègre dans mes interventions, que ce soit en RH, en management et en coaching. Sur la psychologie, il y a différents courants. C'est ce qui va faire qu'on va entendre différentes positions en psychologie, que ce soit psychanalytique, humaniste ou autre. Pour ma part, j'ai plutôt une approche, je dirais, plutôt cognitive, qui va dans le sens du fonctionnement des entreprises, humaniste et comportementale. Je suis également bénévole dans une association qui s'appelle Donner la main à un don de soi, donc dont le président est Jean-Marc Roffa. Cette association intervient pour les sans-abri, et puis également sur l'insertion sociale, donc l'insertion professionnelle. Et j'en profite pour passer du moins un message. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a affaire à des gens qui se retrouvent à l'extérieur pour différentes raisons, et que le but c'est de pouvoir les accompagner pour s'insérer socialement. Et on rencontre la problématique où on a des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge en termes institutionnels ou en termes psychologiques. Et là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a une grande carence, on a une énorme carence sur l'accompagnement psychologique ou la prise en charge. Alors, si je m'abuse, au niveau études, tu es passé par un master 2 de psychologie. Alors au niveau études, j'ai fait des études en psychologie. Oui. Ensuite, j'ai fait une formation, j'ai fait une spécialisation de l'enfant, du comportemental. D'accord. Donc, j'ai pas une approche, j'ai pas un travail clinique. Non, mais tu es passé par le master, donc tu as le bagage théorique de psychologue. On en a reçu un certain nombre ici, c'est quand même 5 années. Tout à fait. Et tu as choisi la psychopathologie, c'est ça en fait ? Non, je suis formée à la psychopathologie, à la psychanalyse, puisque ça fait partie de nos études. D'accord. Ensuite, l'orientation, elle se fait en fonction des domaines de compétences et puis là où on souhaite travailler. Et pour ma part, cette psychologie, je l'intègre dans différents domaines, qui sont plus des domaines, je dirais, sur des approches professionnelles. D'accord. Ou des approches individuelles dans l'accompagnement en entreprise. Donc, je donne un exemple. Par exemple, en entreprise RH, lorsque j'interviens, il peut m'arriver d'intervenir pour faire un audit. Ça peut être un audit social, un audit RH. Donc, ça demande des compétences d'identification du besoin, d'analyse du besoin et de mettre en place, je dirais, des solutions adaptées. Oui. Donc, c'est vraiment une approche. J'ai un parcours qui est plutôt atypique et voilà, je fais partie des personnes qui aiment toucher un petit peu à tout et vraiment de prendre le global. Par exemple, en termes techniques, et ça tu le sais, tu as eu un invité, tu évoquais ce qu'on appelle la communication non violente, PNL. Donc, il y a des personnes qui vont l'utiliser vraiment en matière. Moi, je vais les utiliser plutôt en outil. C'est que voilà, j'ai créé mes propres outils. Après, je t'embête plus. C'est juste pour ça. On a eu tellement de psychologues ici qui étaient spécialisés dans autre chose que, je veux dire, l'entreprise de manière générale. Ça nous intéresse. Hein. Donc, en études de psychologie, en dernière année, il y a plusieurs choix. Donc, ça a changé à l'époque du DEA, maintenant aujourd'hui au niveau du Master 2. Quelle est la spécialisation que tu as eue, toi, en dernière année de Master, avant d'aller vers l'entreprise ? Développement de l'enfant. C'est ça. Donc j'ai travaillé plusieurs années avec les enfants. Et après, tu as travaillé avec les enfants. Et c'est ensuite que tu es allé faire du coaching et faire, effectivement, j'ai vu que tu avais fait des agences de ressources humaines, de recrutement, des bilans d'orientation. Et là, maintenant, tu es consultante. D'accord. Ok, donc c'est intéressant parce que tu as la base théorique et tu as aussi une certaine pratique et tu as une visibilité, une vision, on va dire, orientée management et entreprise en plus de cela. C'est ça ? Tout à fait. D'accord, très bien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
C'est parfait. Écoute, maintenant que nous savons qui tu es, nous allons pouvoir aborder le thème d'aujourd'hui qui est le harcèlement en milieu scolaire. Alors déjà, le harcèlement en milieu scolaire, c'est un bien grand mot. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de choses sont connotées par rapport à ça. Donc dis-nous, explique-nous le harcèlement en milieu scolaire. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa véritable définition? De quoi parle-t-on? Alors avant de définir le harcèlement scolaire, je voudrais évoquer le fait que le harcèlement est puni par la loi. Voilà, le harcèlement est un délit. Il y a une modification en 2013. Et pourquoi je voulais l'évoquer? Puisqu'il y a une modification, du moins il y a eu un rajout qui s'est fait, qui est récent, en mars 2022, où il y a obligation d'alerter le procureur pour tout harcèlement avéré. Donc j'ai essayé de trouver un peu plus d'informations sur cette partie parce que j'ai beaucoup d'échos, puisque j'accompagne aussi, je m'intéresse à tout ce qui est dysfonctionnement sur les placements, et j'ai eu beaucoup d'échos où il y a eu des enfants pour lesquels il y a eu une intervention de la protection d'enfance suite à du harcèlement. Et effectivement, en mars 2022, il y a eu un rajout du fait où il y a une obligation d'alerter le procureur pour tout harcèlement. Donc, c'est pas clairement défini puisque ça parle pas du harceleur proprement dit ou de l'harcelé. Donc, je pense que les deux sont pris en compte, ce qui convient, je dirais, ce qui correspond à ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante, et qui forcément va ouvrir la porte à d'autres acteurs et qui apporte vers la protection de l'enfance. D'accord. Voilà, je voulais préciser ce point par rapport à la loi. En termes d'harcèlement, ce qu'on va considérer harcèlement, ce sont des actes répétés. Voilà, en milieu scolaire, dans le milieu scolaire, ce sont des actes répétés et des actes qui vont être physiques, qui vont être psychologiques, avec l'intention de nuire. D'accord. Est-ce que tu souhaites que je te donne un petit peu les chiffres pour voir l'évolution? Oui, c'est important parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, de quoi parle-t-on? Oui, j'avais noté des chiffres, et les chiffres que j'avais en main, je les avais sur 2011-2013, donc par l'UNICEF. Aujourd'hui, j'ai récupéré des chiffres qui sont récents, puisque c'est des chiffres qui datent de février, d'après Nicole Belloubet, donc la ministre de l'Éducation, qui date de février 2024. Donc on est sur quelque chose de récent. Entre les chiffres que j'ai de 2011 à 2013, on a exactement les mêmes pourcentages. Alors, on a des pourcentages sur des classes de primaire, mais on commence sur des CE2, on était à 5%, on n'a pas évolué dans le bon sens puisqu'on n'est pas descendu. Sur le collège, c'était 7%, aujourd'hui on nous annonce 6%. Et sur le lycée, on est quasiment à la même chose, on est monté puisque c'était 3 et on est passé à 5. Donc, il n'y a pas eu de baisse. L'évolution, elle doit se faire dans l'autre sens. Ça veut dire que en 10 ans, ça n'a pas baissé. C'est même dramatique parce que le résultat a augmenté, mais il a augmenté sur la situation à risque. On appelle la situation à risque, ça va être tous les harcèlements qui sont considérés modérés. Donc la situation, elle n'a pas évolué dans le bon sens, elle est de plus en plus dramatique parce que au-delà du harcèlement, il y a la violence qui s'intègre. Donc, je tenais à communiquer ces chiffres qui correspondent à plus d'un élève par classe. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important aussi de préciser, c'est que on en a beaucoup parlé durant 10 ans. Est-ce que les gens ne vont pas aussi peut-être... est-ce que les signalements sont faits de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou est-ce que l'environnement scolaire n'est pas plus sensible à écrire et à rapporter certains événements qui avant étaient juste mis sous le tapis ? Est-ce que tu peux me préciser? C'est-à-dire, en fait, tu dis qu'en 10 ans, les chiffres n'ont pas évolué, mais le nombre de déclarations n'a pas évolué et est resté stable. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, on indiquait aussi facilement les problèmes de harcèlement qu'on le faisait aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, on dit plus facilement, on rapporte plus facilement un problème auquel l'environnement scolaire a été sensibilisé qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, personne s'en occupait quasiment. À 10 ans, on a les mêmes chiffres quasiment. Oui, tout à fait, donc, absolument. Ce qui veut dire qu'à 10 ans, c'était déjà identifié. Simplement, en 2013, il avait été annoncé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement qu'ils allaient travailler sur 4 axes. C'était annoncé. Les 4 axes sur lesquels ils devaient travailler, on voit la problématique. Aujourd'hui, ça n'a pas avancé. Mais à mon sens, de ce que je peux observer, on travaille beaucoup sur des moyens. Mais j'entends pas parler de compétences. Et ça, j'y viendrai après parce que j'entends beaucoup parler de moyens. Donc, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus identifiable aujourd'hui. Et je veux dire, en termes de quantité, il y en a pas moins. Puisque ça augmente même en termes de situation à risque. Non, c'est juste une discussion que j'avais avec Gérard Néran. Il y a parfois la sensibilisation de l'environnement fait que ça influe sur le niveau de signalisation et de signification. Mais effectivement, j'ai tous eu des cas autour de nous. Le harcèlement scolaire, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts énormes. C'est très bien de sensibiliser les acteurs. Et effectivement, on peut regretter qu'on en ait toujours autant et que l'école soit pour certains autant un lieu de souffrance. D'accord. Ok. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Comment fait-on pour identifier ce qui se passe, un enfant qui est harcelé, parce qu'il ne le dira pas forcément, on ne sait pas forcément qui c'est qui le fait. Alors, de l'extérieur, lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est intervenant en milieu scolaire ou en milieu de gestion de groupe tout bonnement, en activité extrascolaire et autres, comment on fait pour analyser, pour voir? Alors, pour l'identifier, donc, c'est de pouvoir identifier déjà les différents harcèlements, puisqu'on a l'harcèlement moral, l'harcèlement physique et l'harcèlement sexuel et le cyberharcèlement, puisqu'aujourd'hui, les réseaux vont contribuer à cet harcèlement, puisqu'on le voit dans le milieu scolaire. L'harcèlement scolaire, surtout quand les enfants sont au collège ou au lycée, c'est que l'harcèlement débute et il est exercé au collège ou au lycée et il perdure par harcèlement qui se produit après par le cyber. Pour les parents, je dirais que la façon de l'identifier, c'est dans le comportement de l'enfant. On va pouvoir l'identifier dans le comportement de l'enfant. Je donnerai des exemples sur les comportements. Ensuite, par rapport aux enseignants et par rapport aux gens qui sont acteurs, c'est de pouvoir l'identifier et d'identifier ce qu'on va appeler l'harceleur, les pairs et l'harcelé. Puisque quand il y a des problématiques à l'école, les adultes sont pas présents. Et la difficulté, c'est qu'à un moment, l'enseignant, il se retrouve dans une position qui est un peu délicate, puisqu'il sait pas qui fait quoi. Bien sûr. Et c'est là où on va revenir plus tard sur la prévention, je dirais les propositions et la prévention. Tu parlais des signes. Les signes sur ce qui va être physique, on va les repérer par les blessures, par les coups, par des vêtements abîmés, par des cartables abîmés, par des manifestations de stress. L'enfant peut avoir des douleurs somatisées, donc il peut avoir des signes d'alerte sur lesquels le parent, ça peut lui donner des indications. On va reconnaître les troubles comportementaux plus par le repli de soi, le refus de se réveiller le matin. Vous avez des enfants à un moment qui veulent pas aller à l'école et qui trouvent des prétextes. C'est pas des prétextes malheureusement, c'est ils somatisent et réellement ils ont la douleur parce que la somatisation quelque part induit cette douleur. Ça passe aussi par le changement d'humeur, la somatisation des maux de tête, la défensive, l'agressivité, la dévalorisation, l'absentéisme, donc et l'évitement aussi. Donc il y a pas mal, la liste est pas exhaustive, il y a pas mal de petits indicateurs qui peuvent alerter le parent, mais qui doivent aussi alerter l'enseignant. Oui, quand on voit un enfant qui revient à des traces de marqueurs sur le visage ou sur le cartable, ou effectivement on regarde, même si il a son intimité et autres, mais des marques de coups sur l'écorchure, et puis tout d'un coup il y a le regard qui devient un peu fuyant et évitant parce qu'il veut pas en parler. Ça très clairement, ça doit être un signe rouge, ça, tout de suite. Oui. D'ailleurs, d'où l'importance qu'il puisse avoir une coordination, ce qui se fait de moins en moins, malheureusement. Il faut vraiment qu'il y ait un travail entre les parents et l'école. Il y a eu une rupture de parents et d'enseignants. À mon sens, ce travail est primordial. Il y a vraiment une collaboration des deux. C'est que on est rentré dans quelque chose et c'est ce qui fait que il n'y a pas cette possibilité d'un travail en commun qui va permettre d'identifier, parce que le parent va voir que son enfant va pas bien et il va se dire bon, il est pas bien à l'école, il aime pas l'école, et l'enseignante va voir que l'enfant est pas bien et puis elle va se dire peut-être qu'il est pas bien tout simplement à la maison. Et il y a un manque de communication et d'investissement des parents qui est considérable, et pour ça il faut que l'école et l'enseignement puissent ouvrir la porte, parce que j'entends beaucoup que chacun se plaint d'une position. Pas se tromper, bien sûr, à pas dénoncer les parents et faire une IP sur les parents alors que ça se passe dans l'école. Oui, ce serait dommage, effectivement. Et donc, bien sûr. Oui, parce que c'est un manque de communication. La base, voilà, quel que soit le sujet, la base est la communication, et la communication est primordiale. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Quel outil on peut donner aux professionnels? J'appelle professionnels, moi, les instituteurs, les enseignants de collège, de lycée, les surveillants, les monos de colonies, les enseignants les animateurs de sessions sportives ou d'activités de loisirs. Comment on fait lorsqu'on est confronté à ça, lorsqu'on suspecte, pour ne pas être trop intrusif, mais en même temps, surtout, pour ne pas passer à côté de quelque chose de grave? Quels outils on peut leur donner? Comment on fait? Donc là, on va arriver plutôt sur les préconisations et les préventions. C'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai récupéré quelques informations qui étaient communiquées par la ministre de l'Éducation et dans les projets qu'elle peut proposer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une augmentation de moyens. Et à mon sens, dans les moyens, il va falloir aussi s'appuyer sur les compétences. On parle beaucoup de moyens, on parle pas de compétences. Je vais vous dire pourquoi j'évoque cette partie-là. Puisque j'ai pu voir que donc il y a eu des moyens qui ont été donnés et apparemment il y a une expérimentation qui se porte depuis la rentrée 2024 pour expérimenter des cours d'empathie. Alors moi quand j'entends ça, je dirais que ça me frise les cheveux, ils sont déjà bouclés. Mais comme si l'empathie pouvait s'injecter. Non, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin par rapport à l'empathie.
Et c'est là où on va venir sur la base qui est essentielle et que ça demande vraiment de travailler sur des compétences et de former, que ce soit des animateurs, des éducateurs, des enseignants. L'enfant naît avec l'empathie. L'empathie, elle s'achète pas. L'enfant naît avec l'empathie. Simplement, l'enfant arrive dans un monde où aujourd'hui, on a un monde qui est très violent. Les parents sont confrontés face à des situations qui sont quand même aussi violentes. Et souvent, j'entends un discours qui est porté aux enfants en leur disant, mais tu sais, la vie, elle est pas facile, la vie te fera pas de cadeaux, c'est pas évident. Donc, on prépare un enfant à devoir confronter de la violence. Mais sans outils. C'est que, avant de se préparer et de faire quoi que ce soit, il faut être outillé. Vous partez pas à la guerre si vous n'êtes pas armé. Donc, dans la vie, c'est exactement ça. Donc, effectivement, ça met les parents dans une position où ils vont évoquer avec les enfants en disant, voilà, il va falloir être armé, mais pour être armé, il faut les outils. Donc, à mon sens, l'empathie est très importante et elle est importante non pas de faire des cours d'empathie, puisque l'empathie est la base de l'humanité. L'enfant naît avec. C'est vraiment d'intégrer en termes, je dirais, scolaires, que ce soit pédagogique, des activités, qui fait que l'enfant va conserver cette empathie. On la nourrit. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est simplement, tout bonnement, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Un enfant qui est en capacité de se mettre à la place de l'autre sera pas violent. On le vit, voilà, quotidiennement chez les adultes. Et ce qu'on va voir dans le fait d'identifier les acteurs, vous allez avoir l'harcelé, l'harceleur et les pairs. Lorsque vous avez des personnes qui sont sensibilisées, parce qu'ils n'ont pas de profil type, mais il n'empêche que celui qui sera harcelé, il sera harcelé pour différentes raisons. Parce qu'il est dans P-A-I-R, ne nous trompons pas, effectivement, ça veut dire les autres personnes. Tout à fait, c'est semblable. Merci pour la précision. Donc, sans avoir de profil type, on va le voir que les enfants qui vont être harcelés, ce seront ou des enfants différents des autres, ou des enfants porteurs d'handicap, ou des enfants d'origine différente. L'enfant qui, lui, à ce profil type, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'harceleur, ce sera un enfant qui est beaucoup plus enclin à la manipulation, à la domination, mais ils ont des similitudes. L'un et l'autre seront dans la dévalorisation. Simplement, il y en a un qui va le vivre en se mettant en retrait, et l'autre va vivre la dévalorisation en dévalorisant l'autre. Ensuite, vous avez la position des pères qui est très importante, et c'est là où intervient la prévention et le travail à faire en amont, parce que quand vous sensibilisez des enfants, vous avez deux possibilités. C'est que ce qu'on appelle les pères qui sont les semblables et qui seront d'autres enfants, c'est qu'ils auront deux positions. C'est où vous avez des enfants qui vont être spectateurs, et quand ils vont être spectateurs, ça va leur faire plaisir, ils vont rire, et là, vous ne faites qu'alimenter celui qui harcèle. Où les enfants sont en capacité, mais pour ça, ça veut dire que les enfants doivent être outillés, de pouvoir interagir et de pouvoir faire quelque chose. Et automatiquement, ça change la donne. Et là, vous calmez la position de l'harceleur. Donc, il y a vraiment des choses à faire qui sont plutôt pédagogiques et qui s'intègrent très tôt. Tout à l'heure, je parlais des chiffres. Quand je communique les chiffres, je suis en incapacité de pouvoir donner des chiffres sur la maternelle, sur le CP, sur le CE1. Ça commence qu'au CM1. Ça pose une problématique puisque le travail doit être fait à la source. Je veux dire, on peut pas laisser des situations comme ça et ensuite dire on fait des cours d'empathie. Il y a quelque chose qui va pas. On n'apprend pas aux gens d'être dans la capacité de se mettre à la place de l'autre puisque on vient au monde avec ça. C'est de nourrir, de conserver. Alors là, effectivement, je vais faire une petite parenthèse multiculturelle. Les habitués de la radio savent que j'ai vécu sur l'autre continent, que j'ai observé la façon de faire asiatique et qu'effectivement, je te rejoins sur ce point, la gestion des premières années de la toute petite enfance est vraiment améliorable en France. Moi, je me souviens lorsque ma fille était au BIC à Bangkok, British Early Years Center, c'était une école anglophone, anglo-thaï, où elle a commencé, elle avait 2 ans, je crois, elle marchait pas encore. Il y avait très clairement une gestion... il y a peut-être moins de harcèlement tel qu'on le vit chez les grands parce que les enfants à cet âge-là sont très encadrés et les enseignants sont très très proches des enfants là, qui sont dans la petite enfance. Mais je sais que par exemple, là-bas ça correspond à ce qu'on a nous, la petite section et avant, un geste d'agression, donc une volonté, une velléité est sanctionnée. Elle n'est pas sanctionnée, je veux dire punitivement, mais elle est... elle est relevée, attention, on fait pas ça, d'abord que ce soit sur toi, parce que les enfants peuvent être parfois, ils ont des réflexes, tu dis l'enfant naît avec une empathie, mais il faut quand même la révéler, ils peuvent être violents entre eux lorsqu'ils sont petits, mais un enfant à 4 ou 5 ans, par exemple, alors il a un énervement, d'énorme, regarde, tu fais ça, fais passer ça sur autrui, et il comprend très vite. C'est là que tu as raison, c'est que naturellement, tout de suite, il comprend très très vite. Et si tu mets ça dès la petite enfance, il va grandir avec, et on se rend compte d'ailleurs que dans ces civilisations-là, qui sont très différentes de nous, qui sommes des judéo-chrétiens, les occidentaux latins, ils vont porter beaucoup plus d'attention à l'espace de l'autre, et ils vont faire beaucoup plus attention
attention à ne pas rendre l'autre inconfortable. C'est civilisationnel, c'est vraiment culturel. Et après, on arrive en France, et dans la cour de récréation des écoles primaires, tu as des batailles de cailloux. Très vite, en maternelle, en moyenne section, en grande section. Voilà. Et là, effectivement, si tu te rends compte que oui, la partie apprentissage de qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre quand je suis ma pulsion primaire, en fait, à l'intérieur, n'est pas du tout la même. Et donc, effectivement, il y a un intérêt à s'occuper de l'enfant en très bas âge. Ce n'est pas uniquement pour le développement cognitif, si on repart sur le Montessori et ce genre de choses, c'est aussi pour le vivre entre soi. Tout à fait. Et tu le dis très bien, et on le voit parce que on va le voir au niveau du monde culturel, et ça va être notre particularité, c'est que dans ce qui va être mis en place, on est beaucoup dans la répression. Lorsque tu parles des exemples que tu as pu citer, on a affaire à des cultures qui sont plus dans le préventif, puisqu'on va le voir. Oui. On prend l'Asie est dans une culture, ils vont chez le médecin pour conserver leur santé. Nous, on va chez le médecin quand on est malade. C'est vrai. Donc c'est là quoi qu'il se passe, on explique. C'est vrai que quoi qu'il se passe, on explique. Même lorsque quelqu'un a fait une bêtise et que la police va venir pour le sanctionner parce qu'il a fait quelque chose, il aura droit à sa petite leçon de morale. Mais il aura droit à sa petite leçon explicative. Pourquoi ? C'est pas que pour t'embêter. Non, tu as abîmé un poteau électrique parce que tu es rentré dedans en voiture. Et ben, tu vas le payer le poteau électrique parce que, et on t'explique ça, et il y a toujours cette notion d'expliquer. C'est pas la sanction arbitraire. Il y a toujours une explication derrière. Parce qu'il y a une base, et qu'on le veuille ou pas, à un moment, il va falloir revenir à l'humain, puisque notre base est humaine. À moins que demain, on prouve que je suis une extraterrestre, qu'il y a des fois, je me dis, peut-être que je suis une extraterrestre. On doit respecter cette base humaine. Et quand je dis qu'on doit la respecter, c'est que ce qu'on met en place, c'est avec cette base humaine. C'est pour ça que dans certaines cultures, ça fonctionne très bien. Voilà, dans certains pays, il y a des choses où il y aura moins de violence, parce qu'on est quand même placé quatrième. Donc voilà, on est quand même des mauvais élèves. Ce classement quatrième, vas-y, approfondis un peu, qu'est-ce que c'est ? C'est le classement qui a été donné par rapport aux différents pays d'Europe sur l'harcèlement. D'accord. On a un classement qui a été effectué en Europe par rapport au nombre de harcèlements par pays, et nous sommes quatrième, c'est ça ? D'accord. Oui. Donc, on est des mauvais élèves. Donc, à nous d'être de bons élèves. Et pour pouvoir être de bons élèves, la base ne peut pas être occultée. Ouais. Voilà, je veux dire, il y a une base qui est là. Cette base ne peut pas être occultée. C'est que, oui, la répression répond à certaines choses, mais il y a aussi l'éducation, il y a l'éveil, et ça fait partie de tout un programme. Et c'est là où chacun va devoir prendre sa position. Que fait l'école ? Est-ce que l'école éduque ou l'école enseigne ? Voilà, tout à fait. Il y a vraiment un travail à faire en collaboration, et il est impératif. C'est pas péjoratif quand je dis que chacun doit rester à sa place. C'est de rester à sa place. Ça permet que chacun utilise ses compétences et que vraiment ça donne cette unité. Vraiment, ça donne cette unité, et que les enfants puissent être accompagnés de façon pédagogique. Ils ont une base. On développe cette base. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Il nous reste 3 minutes 30. On va aborder tout de même les conséquences du harcèlement et ce qu'il faut faire lorsqu'on voit quelque chose. Parce que on ne va pas rester anodin lorsqu'on est spectateur. On sait qu'un enfant est en danger, il faut dire qu'un enfant est en danger. Mais abordons un peu les conséquences et le comment agir. Oui, donc dans les conséquences, on a plusieurs conséquences, puisqu'on a les conséquences de troubles émotionnels. Et il y a des conséquences qu'on va retrouver identiques à l'enfant qui est harcelé et le harceleur. Par exemple, la colère, vous allez la retrouver chez les deux. La dévalorisation, vous allez la retrouver chez les deux. Donc, vous avez des similitudes en termes de conséquences, aussi bien chez l'enfant qui va harceler que l'enfant qui est harceleur. Donc, on a des choses en commun. Pour les enfants qui sont victimes, les conséquences sont quand même dramatiques, puisqu'elles passent par la honte, la culpabilité. L'impuissance, par contre, elle est vécue par les deux. L'autodévalorisation est vécue aussi par les deux. Vous avez l'anxiété, les phobies. Ensuite, il y a les troubles qu'on appelle psychosomatiques. Et là, ça donne aussi des indicateurs aux parents. Ça peut donner des indicateurs. Vous avez les troubles digestifs, qu'on appelle aussi l'ostéo-articulation, qui sont des douleurs lombaires, des enfants qui vont se plaindre de douleurs au niveau des membres, l'asthénie. Donc, il y a aussi la parasthésie. C'est des sensations de fourmillement. Ça, j'ai pu le voir. Il y a des enfants qui se plaignaient d'avoir comme des fourmillements dans les jambes, dans les bras. C'est assez localisé. Il y a les palpitations, sentiments d'oppression, les troubles de sommeil. Donc ça peut être aussi, c'est des conséquences, mais ça peut être aussi des indicateurs pour les parents, les enseignants ou autres, les difficultés d'endormissement, les cauchemars, les troubles alimentaires qui peuvent se manifester ou par de la boulimie ou bien par de l'anorexie. Vous avez aussi les troubles cognitifs, les difficultés de concentration, des troubles de mémoire. Et puis, ce qui va se passer aussi pour les enfants un peu plus âgés, il va y avoir un abus de substances actives. Et on le voit beaucoup sur les collégiens, les lycéens.
Et là, on le repère aussi bien chez les jeunes qui ont été victimes et puis ceux qui ont agressé, où vous avez une consommation excessive, que ce soit de drogue, de tabac, de médicaments, d'anxiolytiques, des choses comme ça. Enfin, une compensation dans l'artificiel, ouais. D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, pour conclure, on prendra les questions qui sont en ligne parce que le live continue après sur Facebook et sur YouTube. D'accord. On dit d'ailleurs aux auditeurs de nous rejoindre. Le groupe Facebook Défendre les enfants, vous le trouverez, c'est la liste européenne. Le live est en cours. L'émission de radio s'arrête très bientôt, mais on continue ensuite sur Internet et nous prenons les questions des utilisateurs ensuite sur Internet. Bon, Morgane, merci d'être venue. Merci à vous. Bon, et puis effectivement, on dit à tout le monde, à tout de suite sur Internet, je rends le direct et je reviens vers vous. Famille, justice, enfance. Sont initiés à tout ça et que ils sont vigilants par rapport à ça. Celui qui harcèle, quand il n'a pas de spectateurs, ça calme le harcèlement. S'il a des spectateurs, il ne fait qu'alimenter ce harcèlement. Ouais, bien sûr. Oui, et là on en arrive au phénomène de groupe. Il faut absolument éviter l'emballement et les phénomènes de groupe qui... D'où l'importance de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors, il y a une personne qui demande comment réagir quand le corps professoral ne prend pas au sérieux un cas de harcèlement. Ah, une bonne question, ça. C'est pas qu'elle prend pas au sérieux, c'est qu'on en vient au fait que la difficulté de l'école, c'est comment identifier le harceleur de l'harcelé. Parce que quand deux enfants vont chamailler, effectivement, il y en a un qui est harcelé et l'autre qui va être harceleur. Donc, il y en a un qui est dominé et l'autre qui est dominant. Les adultes sont pas face à cette situation, ils la voient pas. Et c'est là où celui qui harcèle va prendre la position où il va inverser. Il va dire que l'autre l'a provoqué, donc il va changer la donne. Donc ça va mettre les adultes en difficulté. Donc il faut pas chercher. Je sais que ça met en difficulté les parents et qui sont là à devoir prouver et à devoir dénoncer. À un moment, c'est de faire comprendre à l'éducation nationale qu'elle doit prendre ses responsabilités. L'enfant ne doit ni harceler, ni être harceleur. Et c'est dans ce sens où elle a ses responsabilités. Les parents ont leurs responsabilités à la maison et dans l'éducation. Il y a des parents qui le font très bien parce que on le voit. Moi, je croise des enfants qui sont adorables et qui sont pleins d'empathie. Eh ben, oui, cet enfant qui est plein d'empathie, qui est dans la capacité de se mettre à la place de l'autre, il ne sera pas. Il va pas être harceleur, mais c'est aussi de pouvoir mettre des choses, mais vraiment des choses pédagogiques qui rentrent dans l'éducation de l'enfant de façon pédagogique pour que c'est des choses qui, lorsque ça se produit, c'est très vite pris en compte et ça permet que les choses soient gérées de façon vraiment rapide. D'accord. Alors, quelle est la meilleure attitude à adopter face au mutisme d'un enfant victime d'harcèlement ? Voilà. Comment faire aussi pour que l'enfant s'ouvre et dise en fait ce qui lui arrive ? Ne pas hésiter à l'emmener en consultation. Pour l'enfant, c'est compliqué parfois de pouvoir dire les choses à son parent. Voilà. Ça peut être compliqué puisque c'est arrivé ou dans des situations comme ça, bien sûr que le parent va partir du principe, il est responsable de l'enfant, donc il va vouloir agir. Je dirais que le parent ne doit pas agir. Il ne doit pas agir parce que si c'est lui qui agit, il enlève la possibilité à l'enfant justement de pouvoir avoir confiance en lui et de pouvoir gérer la situation. Donc vraiment de consulter, il y a des psychologues, des thérapeutes spécialisés pour les enfants. Et lorsque ce professionnel, le médecin aussi, de pouvoir aller voir le médecin qui oriente l'enfant, ce sera plus facile pour lui puisque le professionnel a des techniques et dans une approche qui est complètement différente puisqu'il n'y a pas d'affect. Et l'enfant se confiera. Je me souviens, moi, d'un garçon qui n'avait rien dit à ses parents et lors d'une consultation, il m'a dit qu'il vivait du harcèlement. Donc moi, ce que j'ai proposé à l'enfant, je lui ai expliqué que ma position faisait que je pouvais pas agir, que je pouvais l'accompagner. Et ce que je lui ai proposé,
C'est que, est-ce que c'est moi qui en parle aux parents? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est nous deux? Donc, je l'ai accompagné pour pouvoir en discuter avec les parents. Donc, c'est vraiment ces pistes qu'il faut valoriser et c'est ces pistes qui sont exploitées. Tu viens de dire quelque chose qui est très très important et qui est fondamental quand on éduque un enfant, c'est que c'est l'enfant qui passe ses épreuves et non pas le parent. Et le parent est là pour aider l'enfant à avancer, à se développer jusqu'au moment où effectivement il partira. Mais la victime de harcèlement, c'est pas le parent, c'est l'enfant. Et donc ce n'est pas aux parents de résoudre toutes les problématiques qu'ont l'enfant. Ça, c'est effectivement extrêmement important. Deuxième point, il y a aujourd'hui un dispositif où aller voir une psychologue ou un psychologue, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, il est tout à fait possible, lorsque, et on l'a dit effectivement ici à de multiples reprises, lorsqu'on commence à ne plus comprendre, lorsque l'enfant agit d'une manière où, justement, c'est vraiment pas normal et autres, c'est bien d'aller voir une personne tierce pour lui demander son avis. Après, on peut avoir plus ou moins d'affinité avec telle ou telle personne, mais il y a un grand nombre de psychologues dans vos localisations qui sont accrédités par la sécurité sociale et vous avez droit à un certain nombre de consultations parce que les CMP sont débordés, donc on passe dans le secteur privé et c'est payé. Donc si en plus c'est payé par la sécurité sociale, pourquoi s'en priver? Tu vois, beaucoup de gens n'y pensent pas forcément. Oui, puis justement, il y a des axes à travailler de la part du ministère de l'Éducation. C'est sur cette partie. Dans les écoles, vous avez quasiment plus de psychologues scolaires. Et quand vous en trouvez une, elle intervient sur plusieurs établissements. Donc, s'il y a des moyens, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait vous avez les moyens financiers, mais les moyens financiers. Si dans les moyens financiers, vous n'avez pas de compétences, ça ne sert à rien du tout. Ça veut dire que vous alimentez une tirelire, mais voilà, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il faut allier aux compétences. Les compétences doivent être en lien par rapport à la problématique. Il n'y a quasiment plus de psychologues dans le milieu scolaire. C'est essentiel, c'est important. C'est dramatique. Il faut voir l'état des CMP, l'état de la psychiatrie. Les professionnels aussi de l'enfance vont se plaindre qu'il y a de moins en moins de ressources. Et il y a ce mouvement général, en fait, où l'État va se désengager et déléguer son travail en fait, à des prestations externes. Et là, on le voit encore, bon, je ne parle pas de délégation de services d'État dans les 1901, mais là, par exemple, en milieu scolaire ou alors par rapport à l'enfance, il ne va pas assumer, on va dire, ses responsabilités dans l'environnement qu'il gère, mais il va dire, je vais financer des prestataires externes qui vont aller s'en occuper à ma place. Tu vois, c'est un petit mouvement de fond qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits quand même. Hein. Voilà. Oui. C'est là où ça démontre que d'une, l'argent fait pas tout. Non. Et de deux, c'est qu'on la voit, mais on voit la problématique sur différents milieux. Si vous n'interpellez pas, si vous ne travaillez pas avec les gens qui sont concernés, automatiquement, ce qui sera mis en place ne va pas correspondre. C'est ce qui va donner plus qu'une impression, mais je vais rester dans une impression pour essayer d'avoir au mieux une attitude objective et pas subjective. Il est important d'inclure les gens qui sont concernés. Si on se base sur du dossier, on reste sur de la théorie et c'est ce qui va faire que ça ne va pas correspondre. Il faut que ça corresponde à la réalité, au terrain, aux problématiques et il faut rajouter les compétences. À mon sens, on a un gouvernement qui ne travaille pas sur les compétences. Ah mais le sujet de l'enfance, de la famille de manière générale, on en parlait avec Marc Juston et d'autres intervenants, est absent du débat et des campagnes électorales depuis, pétard, 10 à 15 ans, au moins. Oui. Parce que vous n'avez pas l'enfant. Il y a des fois, je me dis, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un ministère de l'enfance? Vous avez les conventions des droits de l'homme. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un ministère de l'enfance qui regroupe ce qui est lié à l'enfance, puisque c'est la base, c'est sur la base qu'on travaille. C'est la base. Donc, quel est l'avenir pour nos enfants? Quel avenir on va donner à nos enfants? Il y a le pour et le contre, parce que effectivement, l'enfant est important. On n'a pas forcément envie de déléguer à tout le monde de s'occuper de nos petits. Non, je sais que beaucoup de gens sont dans une logique, ils ont envie de se réapproprier l'éducation et la construction des enfants, ou de la déléguer à des idéologies ou à des entités externes. C'est peut-être aux parents de s'occuper de nos enfants. Par contre, on va constater que là, lorsqu'on est obligé, nous, de déléguer nos enfants, parce qu'on ne peut pas faire l'instruction
instruction à la maison, de moins en moins, tu vois. On va élargir un petit peu le débat, voilà. On se plaint de harcèlement en milieu scolaire, mais en même temps, on est de plus en plus obligé de donner notre enfant à l'école, et on est de plus en plus en posture de spectateur par rapport à ce que l'enfant fait dans cette école. Et après, quand l'école dysfonctionne, l'État dit non, c'est pas à nous de nous occuper. Alors, tu as vu, on va reprocher à certains parents de se plaindre que leur enfant soit harcelé. Parfois, même la réaction du rectorat ou de l'institution va être de reprocher aux parents de se plaindre que son enfant est harcelé ou agressé, tout simplement. Il y a des enfants qui se font agresser en milieu scolaire. C'est quasiment la faute des parents en même temps. Après, je veux dire, par rapport à la posture de l'État. Et la seule réponse qu'on a, ça va être une délégation avec un petit peu de budget des psychologues externes qui vont être remboursés par la sécurité sociale. Après, je m'exagère un petit peu, j'élargis un petit peu, tu vois, mais en fait, c'est une question de posture, là, tu vois, on se demande quelque part. C'est ce que j'appelle l'attribution du mérite. C'est quand tout va bien, et ben voilà, c'est moi. Les gens prennent le mérite. Voilà. Et quand ça va pas, c'est les autres. C'est la faute de... Oui, c'est la faute des autres, voilà, c'est ça. Mais moi, dans ce que j'évoque, ça donne, ça laisse la place aux parents. Oui, bien sûr. Faut pas oublier que nos enfants passent plus de temps à l'école qu'avec nous. Quand on a le temps de sommeil, oui, malheureusement, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je veux dire, ça c'est, ils passent plus de temps à l'école qu'avec nous. Tous réunis, vous posez la question à n'importe qui. Moi, j'ai des profs de fac, je me rappelle plus leur nom. Par contre, vous me demandez des profs de primaire, je m'en rappelle. C'est une période charnière, c'est une période collège où aussi. Quand l'enfant, parce que j'en profite pour ajouter un petit point parce qu'on parlait du harcèlement au niveau scolaire et j'ai échangé avec une enseignante. Et effectivement, c'est aussi des choses qui peuvent se produire puisque c'est des cas qui existent. Vous avez aussi des enseignants qui vont avoir une attitude qui va rentrer dans le cadre de l'harcèlement vis-à-vis des enfants, puisqu'ils ont une attitude dévalorisante, des choses comme ça. Absolument. On a parfois un bouc émissaire, un petit canard boiteux, là, et puis on va s'acharner dessus. C'est très destructeur, parce qu'en plus, on prend l'autorité. Et l'enfant, je dirais, on a tendance à dire tout se joue de 0 à 6 ans. Bon, on va monter un peu plus, on va dire de 0 à 8 ans. C'est l'âge charnière. C'est vraiment l'âge où toute personne à qui vous posez la question, tout adulte, on a tous des souvenirs de notre primaire. On a tous des souvenirs de notre primaire, la façon dont ça s'est passé, le nom de notre instit, des choses qu'on a vécues, puisque c'est là où il y a le développement affectif, c'est là où le lien est important, c'est là où effectivement, vous avez des maîtresses qui vont vous dire, je suis pas là pour aimer les enfants. Voilà, automatiquement il y a un lien, donc l'enfant a besoin de ce lien-là et d'avoir cet affect pour se construire. Et dans ce que j'ai pu évoquer, ça donne toute la place aux parents. C'est que justement, j'évoque l'inverse, c'est qu'aujourd'hui vous avez vraiment une coupure, vous avez le parent d'un côté et puis vous avez l'éducation de l'autre. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Et c'est ce qui va poser problématique. C'est que si on fonctionne comme ça, on voit le résultat. On le fait à plein de niveaux. On le fait, vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Vous avez le papa d'un côté, la maman de l'autre. Ensuite, on est étonné qu'on peut pas avancer ensemble. Effectivement, si on n'avance pas main dans la main, ça peut pas le faire. Donc, il y a vraiment des choses à revoir et de pouvoir que le parent puisse avoir sa place parce qu'il est de plus en plus exclu, je dirais. Et tu as vu, on revient sur cette notion de gestion de la petite enfance. D'ailleurs, neurologiquement, nous, on l'apprend, en tant qu'ex-expatriés, on était beaucoup de parents avec des enfants qui parlaient 2 ou 3 langues, parce que quand tu vis à l'étranger, que tu es allemand, finlandais, français ou autre, ton enfant, il apprend naturellement la langue locale, l'anglais qui est international, et tu essayes désespérément de faire qu'il apprenne aussi ta langue native. Donc, on arrive sur des enfants qui sont trilingues. Donc, on s'interroge cette problématique d'acquisition du langage en bas âge, et on apprend, d'ailleurs il y a des recherches du CNRS qui ont été mises en place par rapport à ça, on apprend qu'il faut amener l'enfant à la gestion du multilingue jusqu'à 8, 9, 10, la garder jusqu'à 12, ce qu'on appelle une phase de fossilisation, et il y aura ce qu'on appelle l'acquisition d'une langue native. Et donc, que ce soit l'approche Montessori, que ce soit l'approche multilingue, quelles que soient les approches, les premières années sont effectivement essentielles et il est dommage de se désintéresser de l'acquisition de compétences, qu'elles soient scolaires ou qu'elles soient sociales, dans les premières années. Oui, parce que c'est dans ces premières années
où l'enfant est en capacité d'absorber des choses incroyables, puisque le cerveau est en pleine construction, on le dit, Oui. le cortex arrête de se développer pour les femmes une vingtaine d'années, les hommes jusqu'à 23 ans. Donc, je veux dire, il y a vraiment un développement qui se fait progressivement, et c'est là où les choses s'intègrent. Et il n'est pas confronté à des codes, à des règles dont nous, on est confrontés. C'est que l'enfant est censé faire la différence entre le bien et le mal, et il est empathique dès la naissance. Nous, adultes, il y a une question de moralité. Il y a une question de moralité. C'est nous qui devons porter ça. L'éthique, la morale arrive ensuite, c'est vrai. Tout à fait, bien sûr. C'est à nous de le porter. Le représenter, ok. Luc, une petite question? Une autre question? Oui. Alors, une question volontairement polémique. Pensez-vous que l'uniforme à l'école abaissera le harcèlement? J'ai un avis. Morgane, alors, je vais donner une position je vais donner une position qui est personnelle, mais qui n'est pas en lien avec le harcèlement, mais qui peut favoriser. Mais s'il n'y a pas d'autres solutions qui sont mises en place, ce n'est pas un uniforme qui va régler le problème. Par contre, à titre personnel, je suis favorable à l'uniforme. Oui. Oui, je pense que, voilà, à titre personnel, moi, je suis plutôt favorable dans le sens où on parle beaucoup constamment d'équité et d'égalité. C'est le slogan qui est à la mode. Mais il n'y a rien qui est fait pour l'équité et l'égalité. Donc, effectivement, quand on voit une différence au niveau des enfants, quelle que soit la raison, oui, l'uniforme à l'école, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une identification. Et c'est intéressant d'apporter cette identification parce qu'on l'a vécu lorsque l'armée a été supprimée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a été supprimée et aujourd'hui on dit mince, est-ce qu'on a bien fait de supprimer l'armée? On se rend compte que c'est pas possible de la remettre. En termes de budget, c'est impossible. Qu'est-ce qu'elle permettait, l'armée? L'armée, elle permettait une identification qui est unique. Et aujourd'hui, elle est d'autant plus importante. Pourquoi elle est d'autant plus importante? Parce qu'on a beaucoup de modèles. Donc, c'est à la fois riche, mais à la fois problématique parce que ça demande à une société de s'adapter et de pouvoir évoluer avec ces modèles. Vous prenez, il y a 40-50 ans en arrière, vous aviez un modèle parental. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec tous les modèles qu'on a, c'est à la fois riche, mais à la fois ça pose la problématique parce que ça revient à devoir trouver un protocole, une règle, une méthode pour chaque modèle. Ce n'est pas possible. Donc, je suis favorable, oui, au fait que... En ton nom personnel, tu ne parles pas au nom de la liste, là, mais en ton nom personnel. Non, je parle en tant que personnel et j'évoque sur le fait que ça contribuera favorablement à apporter. Et puis, je dis, on est en 2024, il y a des super tenues, des blazers, il y a des choses qui sont magnifiques. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une tenue, on ne parle pas de tenue bleue ou tenue jaune ou orange. Voilà, il y a des tenues qui sont magnifiques que les enfants peuvent porter et ça permet d'apporter cette identification par rapport aux enfants qu'on n'a plus. Et oui, quand les enfants ont possibilité de s'identifier, ça veut dire que ils restent dans cette capacité de tenir compte de l'autre, puis ils ont quelque chose de commun. Il est important d'avoir des pensées libres, parce qu'il y a une différence entre avoir quelque chose de commun et avoir une pensée unique. On a beaucoup de modèles et pour autant, on part dans un système qui a une pensée unique. Je suis plus réservé par rapport à ça. Je sais que je l'ai personnellement vécu lorsque j'étais en classe de seconde. Je suis passé j'ai changé d'école pour des raisons familiales et je me suis retrouvé dans un endroit où on m'a obligé à porter une blouse bleue. Mon premier réflexe, ça a été de prendre une craie et d'écrire liberté en gros sur mon dos. Ce qui m'a valu des problèmes d'ailleurs avec l'administration de l'école, mais je le vivais extrêmement mal. Ensuite, au niveau culturel, en Asie, effectivement, c'est vrai on le constate beaucoup. Je l'ai vu aux Philippines, je l'ai vu à Hong Kong, je l'ai vu à Macao, je l'ai vu effectivement en Thaïlande. Il y a effectivement des uniformes mis en place dans les écoles, mais ce sont les sociétés qui ont des fonctionnements, je ne vais pas dire communistes, mais on essaie de niveler un peu les choses. Et après, tu as des effets pervers. Tu as des écoles qui se font la guerre les unes par rapport aux autres. On a en Asie des drames qui se font parce que cette espèce de truc, mon village, ma rue, mon quartier, ma nation. Après, ça devient mon école et puis ils se font des bagarres entre établissements. Et puis les enfants ne sont pas identiques. Je crois que tu auras un pourcentage d'enfants qui va souffrir si on impose l'uniforme. Tu auras ces enfants qui se sentent pas, qui sont toujours un peu artistes, qui sont un peu différents des autres, qui sortent du moule. Tu as le clou qui dépasse.
lui, il dépassera beaucoup plus si on uniformise par rapport à l'uniforme. Et puis en France, on voit aussi monter service civique, service volontaire, uniforme à l'école, et puis bientôt on va aller en guerre. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est moi aussi, c'est ma position, c'est ma posture. Mais bon, je sais qu'il y a le pour et le contre. Je fais exprès, je fais une réponse par rapport à celle que tu as faite, et je prends la posture de celui qui aime pas. Et pour moi, je vais revenir sur ta première phrase. C'est pas l'uniforme à l'école qui va tout résoudre. Voilà. Tout à fait. Ensuite, je veux dire, demain, on passera pas à l'uniforme, voilà, que tout le monde soit rassuré, on passera pas à l'uniforme, mais il doit y avoir cette possibilité que les écoles, et puis ça existe déjà, il y a des écoles qui ont certains codes et qui ont certaines tenues, ne serait-ce qu'en sport, il y a des écoles, je connais le bon côté, d'éviter de mettre en avant la puissance de l'argent familial par rapport à celui qui en est dépourvu. Je connais ces arguments, je connais tout ça. Oui, bien sûr. Il y a des écoles où il y a cette pratique. On ne vient pas en bikini, en décolleté lorsqu'on a 15 ans. Ça, par contre, je suis favorable à ça, par contre, tout à fait. Je suis favorable à ça. Je suis favorable à la protection de l'enfant. Il y a le pour et le contre. Mais je voulais contrebalancer par rapport à ce que tu disais pour qu'il y ait les deux points de vue qui soient exprimés. Ouais, tout à fait. Luc ? Alors, on quitte l'uniforme, on revient au harcèlement. Vaut-il mieux se plaindre au rectorat ou à la police, gendarmerie ? Ça dépend de la gravité, ça, je sais pas. Enfin, Morgane ? Ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un rajout. Alors, est-ce que c'est indiqué en projet de loi, mais en tout cas, il y a un rajout. C'est ce que j'expliquais depuis mars 2022, où il y a déjà une alerte qui est faite auprès du procureur. Voilà, mais cette alerte peut conduire aussi à ce qu'on appelle une IP, donc une information préoccupante. C'est que, en fonction de la situation et en fonction de l'âge aussi de l'enfant, c'est plutôt aller vers, je dirais, la gendarmerie qui pourra répondre, qui pourra voir avec l'école pour intervenir, que en termes rectorat, de toute manière, l'école alerte le procureur. Donc, voilà, au vu de la situation sociétale, je pourrais pas me permettre de préconiser aux parents de le faire, puisque l'école le fait. Et quand l'école le fait, les circonstances qui m'ennuient, c'est que ce qui en découle n'est pas adapté à la situation et pose plus de problèmes. Je pense que c'est de plus, c'est que ce soit quelque chose qui soit soulevé, qui soit mis en avant, et qu'à un moment, il y a vraiment des actions concrètes qui soient mises en place. Et en termes de moyens, c'est pas ça qui pose problème. C'est simplement de rééquilibrer les budgets. Et puis on a aussi un problème ici, c'est que il y a quand même énormément de gens qui disent que aller se plaindre à l'institution, c'est-à-dire au procureur, à la police, aux services sociaux, que son enfant a un problème, aujourd'hui, c'est connoté, ça devient un risque. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a eu beaucoup de témoignages. Oui, c'est une réalité. J'ai eu à gérer des dossiers où on se disait, voilà, ma fille s'est fait agresser à l'école. Et ben, écoute, le processus qui se met en place, c'est que quelques années plus tard, la fille, elle est suivie par les services sociaux, puis elle est placée. C'est plus toi qui l'éduques. Parce que quand l'État commence à intervenir, et ben aujourd'hui, il a une tendance. Tout est fait pour que le principe de précaution ultime fait que la séparation des responsabilités, les administratifs qui viennent, on passe d'un service à l'autre, on arrive au juge des enfants, on arrive, et puis c'est un truc qui est dangereux. On n'a vraiment pas envie que son enfant rentre dans ce processus-là. Alors après, l'enfant est harcelé, il se porte mal, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'État, mais quand l'État intervient, c'est l'éléphant à ce magasin de porcelaine. Quand il n'intervient pas, c'est l'enfant qui morfle, de toute façon il morflera. Donc on a un problème à résoudre. Voilà. Oui, depuis mars 2022. Ah oui. C'est déjà quelque chose qui existe, qui pose problématique. Mais oui, parce que l'école est générateur d'IP à n'en plus finir, dans une qualité d'ailleurs de dossier qui est parfois extrêmement contestable, et le traitement qui est fait après de ces IP fait qu'on a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge de manière démesurée. On a une problématique à résoudre sur ça aussi, je dis. Oui, ce qui peut aider, puisque là on pose la question, qui peut aider le temps que les acteurs principaux puissent vraiment faire les choses dans l'action, c'est que le parent qui est confronté à harcèlement par rapport à son enfant, il a été révélé que cet enfant n'est pas un cas unique. J'ai un bruit de fond quelque part. J'ai quelqu'un qui a une musique qui revient dans le micro de la conférence.
C'est moi, mais elle est trop loin pour que je puisse l'arrêter et elle va s'arrêter toute seule. C'est un téléphone là-bas, d'accord. Elle va s'arrêter. Par exemple, la personne qui pose la question, c'est de voir s'il y a d'autres parents dans la même problématique et avec le même enfant qui agit. Si c'est le cas, ça permet que les parents soient à plusieurs pour pouvoir demander un rendez-vous avec l'école. Le parent doit gérer avec l'école, mais le parent, je sais que beaucoup de parents le font, mais c'est pas aider l'enfant. C'est que beaucoup de parents vont directement parler à l'autre parent ou même parfois à l'enfant directement. Donc ça veut dire que non, parce que on essaie de quelque chose entre nous, on essaie d'éviter que ça prenne de l'ampleur. Il y a une première étape, toute première, où on essaie d'éviter justement de faire intervenir les sociaux, de faire intervenir... Il faut une tierce personne quand c'est comme ça. Mais regarde aujourd'hui, plus tu mets d'intervenants et plus ça dégénère partout. Donc, les cas où ça s'est produit, ça n'a pas été très favorable. Donc c'est plutôt que les parents puissent solliciter d'avoir un entretien avec l'école. Et vraiment d'être dans une approche, par exemple, la personne qui pose la question, si elle n'est pas la seule dans ce cas-là, et c'est arrivé sur d'autres enfants, les 3 parents contactent l'école et demandent d'avoir un rendez-vous. Donc là, ils posent des choses avec l'école et ils demandent à l'école qu'est-ce qu'ils comptent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils mettent en place et comment ils règlent la situation. C'est vraiment, c'est pas il se passe ça à l'école et les gens, parce qu'elle est la problématique, c'est que faut vraiment qu'on revienne. L'école enseigne, le parent éduque. Chacun doit retrouver sa place, c'est indéniable. Tout à fait. Mais après, l'école est aussi le gardien des lois, le garant des lois et des normes. Et quand on nous confie l'enfant à l'école, la loi, la règle, la protection de l'enfant doit être respectée et est faite par l'école. Parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc il faut bien que ça soit fait en interne aussi. Oui. Ouais. Mais un travail en commun. Vraiment oui, bien sûr, bien sûr. Faut pas, comment ça revient à couper l'enfant. L'enfant, il passe plus de temps à l'école que chez lui. Bien sûr. Et il est important qu'il y ait vraiment cet échange et ce travail en commun entre l'éducation nationale et l'école. Alors, je vais me répéter, les gens vont l'appellerai l'institution nationale. Mais voilà, après, c'est... Je viens d'un endroit où, en école internationale, l'école travaillait pour moi. Enfin, elle travaille pour le parent, si tu veux. Ça coûte cher, tu payes, mais régulièrement, on te dit ce qu'on a fait et tu as vraiment l'impression qu'ils sont là, en coordination avec toi, pour développer l'enfant, pour l'instruire. Voilà, ils travaillent pour toi. Il y a des écoles qui le font. Et quand je suis revenu en France, si tu veux, j'avais l'impression de travailler pour l'école, si tu veux, très clairement. À la limite, l'école regardait, puis étudiait si je me comportais correctement. Il y avait un renversement de valeur qui s'est effectué. L'école n'était plus en train de travailler pour moi pour élever mon enfant. C'est moi qui rendais des comptes à l'école sur la façon dont j'effectuais les choses par rapport à mon enfant. Ça, c'est une posture qui est très différente. L'école n'est pas là pour être la nourrice des enfants et vice-versa. Il faut vraiment être dans un équilibre et dans l'intérêt de l'enfant. Il y a des écoles qui le font très bien. Il y a des écoles où il y a vraiment... C'est une question de personne après interlocuteur. Tu arrives sur une personne qui est formidable et après tout autour d'elle est formidable. Vous avez des écoles où les parents peuvent accompagner sur des sorties. Vous avez des écoles, c'est pas le cas. Mais vous avez des écoles, les parents sont acteurs, ils accompagnent. Il y a le conseil d'école, il y a un comité. Il y a des écoles qui le font très bien. C'est de prendre exemple sur ces écoles-là. Il y a des écoles qui le font bien. Donc c'est vraiment un travail en commun. De scinder, c'est pas possible. On voit le résultat dans tous les domaines. Bien sûr. Luc ? Alors, on parle de harcèlement scolaire, mais il peut y avoir aussi une suite par les réseaux sociaux, le harcèlement par les réseaux sociaux. À quel âge pensez-vous qu'il faille autoriser les accès aux réseaux sociaux ? Alors moi, j'ai fait... Vas-y, je dirai après, vas-y. J'en ai parlé tout à l'heure, ce que j'appelle le cyberharcèlement. Et effectivement, il continue, puisqu'il se produit à l'école et il continue à la maison. Parce qu'autant l'enfant pour qui ça va se produire à l'école, c'est déjà dramatique, mais quand il est chez lui, quelque part, ça lui permet de couper. Vous prenez un enfant qui est en primaire, qui est harcelé à l'école, la coupure à la maison va lui permettre de prendre du répit et de respirer. Vous prenez un adolescent qui va vivre le harcèlement à l'école, qui se perdure par les réseaux sociaux, qui a conduit, puisqu'on en a des cas qui ont conduit jusqu'au suicide, parce que le harcèlement s'arrête pas. Je vais bien donner un âge. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous avez accès. Moi, j'ai vu, clairement, j'ai identifié un enfant qui a 12 ans. J'ai vu sa photo. Donc, alors comment contrôler ? Il y a des parents qui arrivent à le faire avec le contrôle parental.
Et ça, c'est possible en ayant, l'enfant peut avoir un portable et vous avez le contrôle qui fait que si l'enfant veut mettre une application autre, vous êtes obligé de valider. Ensuite, ils peuvent trouver d'autres moyens. Donc, en termes d'âge, oui, il y a un âge à respecter. La problématique, c'est comment faire pour que cet âge puisse être respecté, puisqu'aujourd'hui, je veux dire, même un enfant de 8 ans derrière votre dos, je veux dire, s'il est en capacité de maîtriser, il maîtrise, il fait un compte et le compte est validé. On vous demande votre âge. Il n'y a rien qui prouve que vous êtes majeur ou autre. Donc, ça, c'est un sujet qui pose problématique et qui permet que le harcèlement continue de façon vraiment violente et qu'il laisse aucun répit. Alors, je vais intervenir. J'ai 3 émissions qui sont disponibles sur Internet sur le sujet. J'ai reçu Jacques Hainaut, Henno, qui est une célébrité française qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur comment protéger les enfants des dangers sur Internet. J'ai effectivement fait en octobre dernier, une émission avec Jennifer Martin, une psychologue de Périgueux, qui s'appelait Addiction et réseaux sociaux. Par rapport à l'enfance, parce qu'il y a un côté addictif dans le réseau social et autres. Et puis, je ne peux m'empêcher d'aller vers la Fondation Argus. Il y a eu un petit schisme qui s'est produit il y a 1 an ou 2, et on a vu la EN-Mort qui est allée aussi dans les médias et autres. Ce sont des gens qui créent des... Alors ça, il faut en parler aux parents, c'est important. On sort du harcèlement scolaire, mais c'est tellement important qu'il faut en parler. Ce sont des gens qui vont créer des comptes sur Internet, des comptes Facebook, des comptes YouTube avec des photos d'enfants. Alors, ce ne sont pas des photos aguichantes, parce qu'ils n'ont pas le droit, mais ils vont se faire passer pour des enfants. Et puis ils vont poster des choses comme si c'était des enfants, comme si c'était des enfants de 12, 13, 14, voilà. Et il faut se rendre compte que ce qui provient des réseaux vers l'enfant est sale et se produit à une vitesse hallucinante. Vous allez créer un compte d'un enfant, mais un garçon ou une fille de 10-11 ans, là sur YouTube ou sur Facebook, et vous allez avoir des photos d'organes génitaux, vous allez avoir des demandes de rendez-vous, d'entretien, et les enfants d'Argus et UN-Mort collaborent avec la police, les services de police et les procureurs, et ils font arrêter des personnes déviantes, mais ils en font arrêter plusieurs par semaine. C'est hallucinant. Une personne normale ne conçoit pas. Donc, Internet est un milieu dangereux et les réseaux sociaux se font avec l'enfant. Voilà. On va le faire avec lui. Ça permet d'avoir un temps de parenting, un temps d'éducant. On passe du temps avec son enfant, son ordinateur. Donc on le prépare aussi à aller vers un monde auquel il sera confronté, mais on le fait avec lui, puis on fait attention. On ne lâchez pas ces enfants seuls la nuit dans les rues, parce qu'autrement ils iront en prison, comme le chantaient les autres. Mais on ne lâche pas non plus ces enfants sur Internet tout seuls, parce que ils finiront dans les bas-fonds aussi. Voilà. Donc il fallait en parler aussi. Parce que l'outil qui peut protéger peut aussi nuire. On prend le portable. Le portable, quelque part, c'est pour ça que les parents aussi le donnent, parce que ça permet aux enfants, quand ils sont à l'école, à un certain âge bien entendu, de pouvoir contacter les parents. Pouvoir contacter s'ils ont loupé le bus. Il y a des outils parentaux sur le portable que je prenais, qui existent, qui permettent aussi de... Oui, et de la même manière, c'est pour ça que je dis que ce soit le portable ou autre, ça veut dire qu'on a des outils qui à la fois ces outils protègent et à la fois ces outils font aussi l'inverse. Donc, ce qui peut être, je pense que certains parents le font, mais ils doivent être encore beaucoup plus vigilants. Effectivement, votre adolescent ou le collégien qui va aller au lit, la plupart, ils vont dire aux parents, vous inquiétez pas, je pose mon portable, je vais pas le toucher. Là-dessus, je pense que ça demande vigilance. Oui, et il faut le retirer. Il faut le retirer parce que, mine de rien, je peux vous dire qu'ils sont addicts et ça va quand même les attirer. Ça va quand même les attirer, donc ce qui est quand même... Moi, quand j'étais gamin, je lisais sous la couette ou j'écoutais la radio. Actuellement, ils regardent WhatsApp pour parler avec les copines ou les copains. C'est normal, c'est un raisonnement, c'est un fonctionnement normal. On ne peut pas leur en vouloir de ça. Et donc, c'est à nous, quelque part, de les protéger du monde et de l'accompagner, de leur donner de plus en plus d'espace quand ils grandissent. Mais bien sûr, c'est l'éducation, ça aussi. C'est de l'accompagnement, de croissance, d'évolution.
Oui, parce que tous les enfants, moi je le vois, il y a des adolescents qui vont dire à leurs parents, non mais pas de souci, t'inquiète pas, non, j'allume pas mon portable. Promis. C'est quand même, c'est attirant ces petites bêtes. Mais comment tu veux résister? C'est vrai que bah oui, c'est normal. Voilà. Donc. Mais c'est pareil, on délègue des responsabilités à nos enfants. Je le rappelle, on l'apprend d'ailleurs à l'IRTS et puis en éducatif. L'enfant, il a un espace personnel, une zone d'espace. Il se construit en se heurtant pour demander plus d'espace et on lui attribue de plus en plus de zones en termes de confiance. On passe des deals, je t'accorde ça, tu le fais ça, il grandit, jusqu'au moment où il a fini de grandir et puis il s'en va. Et là, on devient ami avec. Mais c'est un processus normal, mais on ne donne pas la violence du monde en autonomie à un enfant de 10 ans. C'est pas possible, ça passe pas, ça marche pas. Alors, question suivante, comment se fait-il que l'équipe éducative n'est pas en mesure d'éviter le harcèlement? Alors, ce qu'on appelle l'équipe éducative, alors si on parle bien de ça parce qu'on va me repréciser, c'est pas son rôle, c'est quand il y a une équipe éducative qui est mise en place, elle est mise en place pour une problématique qui a été identifiée par rapport à l'enfant. Ouais, déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'équipe éducative déjà? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle l'équipe éducative? Ça peut être le fait que l'enfant, parce qu'il m'est arrivé de participer à des équipes éducatives sur des enfants qui pouvaient être, par exemple, en hyperactivité ou des troubles de comportement, et on va faire ces équipes où vous avez des intervenants extérieurs. Donc, s'il a une orthophoniste, une psychologue ou autre, elle peut intervenir dans le cadre de ces équipes éducatives. Et c'est vraiment un travail qui est fait sur la problématique de l'enfant et de l'accompagner. Le harcèlement rentre pas. Par contre, l'enfant qui sera harcelé, il y aura des conséquences. Ces conséquences vont se manifester par ses comportements. Et c'est ces comportements qui seront gérés par des professionnels. Donc, c'est là où, vous voyez, on est constamment dans cette boucle et dans ce cercle. Et pour limiter ce cercle, on en revient toujours. Je veux dire, on a beau s'écarter, on a beau partir où on veut, il y a une base. Si la base n'est pas prise en compte, ça demande, en fin de compte, ça veut pas dire que c'est pas possible. Il y a des choses qui sont mises en place, puisque aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Mais ça veut dire que ça demande automatiquement, il se passe quoi? Je le vois, l'évolution entre 2013 à aujourd'hui. Ça monte en termes répressifs, ça monte en termes condamnation. Là, on se dit, faut faire quoi? En fin de compte, il faut être encore plus sévère? Il faut monter d'un cran? Non. Je veux dire, pour éviter justement de devoir monter à chaque fois d'un cran, il y a une base. Tant que cette base, on cherchera à l'éviter, ça posera un problème. Voilà, il y a une base qui est... on parlait tout à l'heure des écrans. Oui, les adolescents, les enfants passent beaucoup de temps en termes d'écran. C'est aussi sensibiliser sur ce que ça fait l'écran. Et on va le voir, ça crée une coupure. Tout ce qui va créer coupure va faire que l'autre ne sera plus dans l'interaction avec l'autre. Donc, quand ça arrive adulte, c'est différent. Quoique même adulte, ça a des conséquences parce que les gens finissent par s'isoler. Quand c'est des enfants, c'est problématique. Donc, il y a vraiment une base à intégrer. Et c'est pas, je veux dire, il y a des choses qui se font de manière, il y a des écoles à l'étranger qui le font très très bien. Il y a des pays qui le travaillent, ça. Et c'est vraiment, il n'y a pas besoin de rajouter des programmes. C'est développer les programmes pédagogiques, les programmes adaptés. Si les programmes par rapport à l'enfance sont adaptés, on ne fait que nourrir cette empathie qui, par la suite, puisqu'elle est là et qu'elle existe, on peut travailler dessus. Mais quand j'entends des choses de la part du ministre de l'Éducation, on va faire des coups d'empathie. Et c'est quoi la prochaine fois? On va nous dire qu'on va nous vacciner pour l'empathie? Non. On va pas aller sur ce terrain-là. Bon. Non, mais quand je parle vacciné, je parle pas des vaccins. J'ai vu une plante savonneuse arriver de loin. Plante savonneuse, si tu nous vois. Ça bon, voilà. Pas, je veux dire, non, mais c'est là. Je reviens sur la petite question, Luc, parce qu'elle est intéressante. Tu vois, les gens ont une vision idéalisée, en fait. On va dire, allez, équipe éducative, paf. Donc, on va revenir un peu sur Terre. Un enseignant, aujourd'hui, il a 28-30 élèves. Il y a un conseil d'éducation, il y a peut-être une gardienne scolaire. S'il y a une psychologue scolaire, déjà, c'est du haut de gamme, on a de la chance, tu vois, surtout si elle est là tout le temps. Une infirmière, le grand mot équipe éducative, tu vois, c'est un bien grand mot pour dire une réalité de gens qui, c'est pas forcément, ça n'existe pas, quoi. Je vais revenir sur l'école internationale de Bangkok. Tu avais une personne pour 5 enfants ou 6 enfants.
là, tu fais plus de choses quand tu arrives avec un professionnel bien formé qui peut s'occuper de 5 à 6 personnes. Tu es beaucoup plus performant dans la gestion de groupe que lorsque tu as un enseignant pour 30 élèves. Tu vois, déjà, ils vont te dire qu'au-dessus de 23 ou 24 personnes par classe, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et puis, donc, tu vois, la fameuse équipe éducative, encore une fois, c'est très idéalisant comme terme, parce que dans la réalité, il n'y a pas les ressources et il n'y a pas la formation. Voilà. Tu vois, ça reste quand même, tu t'approches d'un collège, tu as 3000, 4000 enfants, tu as combien de personnes pour s'en occuper? Donc, il se passe des choses dans le cours de récréation. Hein. Parce qu'on n'utilise pas les acteurs qui sont en place. Tu vois l'exemple que tu prends. Et très bien, parce que je vais rebondir sur cet exemple. Les enseignants ont plus de 25 élèves, elles arrivent des fois à 28, 30. Ouais. Ne serait-ce qu'en maternelle, les enfants. Alors qu'au-dessus de 24, 28, on sait que performance pédagogiquement, tu plonges. Hein. Bon, voilà. Alors déjà 24, c'est énorme. Ouais. Tant le besoin qui doit être identifié, il doit l'être. Il faut travailler avec les acteurs. Il faut travailler. Je veux dire, si les enseignants ne sont pas mis dans la boucle, c'est eux qui savent la problématique, c'est eux qui sont confrontés à la situation. On leur apporte des solutions en disant, on va vous former. Mais attendez, est-ce que je vous ai dit quel était mon problème? Non, mais on va quand même vous former. Non, on analyse. Non, mais c'est exactement ça. Donc, pour répondre aux besoins, faut-il encore l'identifier? Le besoin, c'est pas identifié, c'est pas analysé, et on répond à des solutions qui peuvent pas correspondre. C'est pas en donnant, je veux dire, en mettant des acteurs par rapport à l'école. Vous avez déjà les enseignants qui sont acteurs. C'est pour ça que je dis, faut associer. À mon sens, on peut pas travailler en dissociant les moyens des compétences. Il faut associer les compétences. Quand je parle de compétences, je parle des personnes qui sont acteurs. Personne mieux que la maîtresse ne sait ce qui se passe dans sa classe. Eh ben, en gros, c'est qu'on va trouver des solutions externes à sa place. Non, c'est d'abord, il faut voir avec les personnes qui sont confrontées, qui sont concernées. Les parents, quand ils disent des choses, ils sont concernés. Les enseignants, quand ils disent des choses, ils sont concernés. Donc, il y a une évaluation qui doit être faite, mais qui doit être faite en corrélation et qui, c'est sur les compétences. Alors, là, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dise que professeur et instituteur, ce sont des métiers formidables. Ce sont des métiers formidables qui, historiquement, en plus, avaient une valeur qu'on a un peu perdue au jour d'aujourd'hui. Quand je dis ça, je n'ai pas envie qu'on vienne au 19e siècle avec l'instituteur qui était une figure très autoritaire dans le village et autres. Mais non, mais s'occuper de l'enfance en bas âge, c'est quand même extraordinaire, c'est un métier fabuleux et il faut quand même le rappeler. Voilà, les gens qui font ça, en plus, dans la société d'aujourd'hui qui se dégrade, on va dire administrativement un peu partout, très souvent ils ont profession de foi et c'est un métier formidable et il faut rendre hommage effectivement aux gens qui font de l'enseignement. Après, par contre, moi, je suis pour repartir à des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui sont des choses extrêmement simples. Et là, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de formation, on revient aux fondamentaux. Beaucoup de problèmes pourraient être évités si on séparait correctement les toilettes des garçons et des filles. Et par exemple, qu'il y ait toujours un regard posé sur qui rentre et qui sort de ces lieux-là, et qui se fonctionnent et puis qui ne sont pas mauvais, qui sont nettoyés, tu vois. Bon, déjà, je sais que j'ai eu des dossiers et autres en maternelle, il n'y avait pas de séparation entre les toilettes des garçons et des filles, et puis bizarrement, il y a des agressions qui se faisaient, ou des problèmes. Il y a des choses qui sont un peu basiques comme ça, tu vois. Donc on protège un petit peu ça. Les endroits où on stocke les cartables et les affaires personnelles, ce serait bien que les casiers, par exemple, soient en bon état, ils ferment bien. Ça éviterait les vols. Ça serait bien aussi dans les cours de récréation, on évite les recoins qui ne soient pas surveillés. Tu vois, ça c'est des choses de bon sens qui évitent beaucoup de problèmes. Ça coûte pas forcément cher, hein. C'est juste un peu de responsabilisation, c'est juste un petit peu de bon sens. Voilà, on fait rentrer un peu de bon sens au niveau de l'école. Parce que ça demande une identification, je dirais, du terrain, et non pas théorique. Oui, si c'est théorique, la réponse reste théorique et elle ne peut pas correspondre à la réalité. Et c'est ce qui va donner comme résultat, automatiquement, la plupart des gens, je les entends dire,
un système qui est complètement déconnecté à la réalité. C'est la vision idéalisée. On va demander à l'équipe pédagogique de s'en occuper. L'équipe pédagogique, c'est des 3 kékés dans un coin, là, ils font ce qu'ils peuvent. Là, tu sais, c'est une grande responsabilité dessus, tu vois. C'est l'IP en se disant, les autres vont venir, ils vont résoudre le problème. Les autres, Z-O-T-R-E-S, là, avec un accent circonflexe. Non, c'est peut-être juste un peu de bon sens et de faire en sorte que l'espace de l'enfant soit protégé, ses propriétés personnelles soient protégées, et puis lorsqu'il va, il va faire ses besoins, etc. et autres, il ne soit pas agressable. Donc, c'est regarder et faire en sorte... il y a des bases comme ça qui ont toujours existé. Il faut juste... ça ne coûte pas forcément très cher, mais rien qu'en faisant ça, on résout beaucoup de problèmes. Voilà. Une autre question. Alors, quelle différence entre chamaillerie entre élèves et harcèlement? Bonne question, ça. Oui. C'est dommage que la personne, elle puisse pas venir monter pour discuter, parce que ça veut dire que je vais donner... C'est Fabien Wald, il faut l'inviter. Ah, comment? C'est Fabien. Fabien, rejoins-nous, Fabien, viens avec nous, oui. Viens avec nous. Allez, viens, Fabien. Oui, parce que je vais donner ma définition et il faut d'abord que je puisse savoir la définition de la personne sur ce qu'elle va considérer chamaillerie et... Ouais. Alors, pendant que Fabien vient, moi je vais dire, après la psychologue professionnelle me complétera, hein, mais moi je pense qu'apprendre l'interaction entre élèves et puis petite fâcherie, réconciliation, c'est l'apprentissage de la vie. Par contre, le harcèlement de l'agression répétitive qui blesse, par contre, on transgresse quelque chose, par contre, je pense. Voilà. Alors, je ne vais pas le dire par rapport aux mots, puisque chacun a sa définition, mais je vais plus le dire par rapport au comportement. Ce qui va faire la différence entre chamaillerie et le fait qu'il y ait des moqueries, c'est que quand 2 enfants se chamaillent, vous allez le voir parce que ils seront exactement dans la même position. Donc, on sera d'égal à égal. Vous constatez, vous allez le voir en termes de comportement, là, vous allez voir la différence, parce que je vous donne cet exemple parce que, par exemple, vous avez des gens qui vont être moqueurs et qui vont vous dire « je rigole ». Et là, vous allez voir la différence où celui qui va vous dire qu'il rigole, vous allez voir que sa position est une position dominante. Donc, on peut l'identifier plus dans le comportement parce que la définition, elle sera propre à chacun. Et je vais enchaîner sur mon émission sur les PN. 2 enfants se chamaillent. Comment? Et je vais enchaîner sur mon émission sur les pervers narcissiques. Mais bon, on va continuer. 2 enfants qui se chamaillent, vous allez le voir dans l'attitude, puisqu'il y aura une forme d'égalité dans l'attitude. Quand un enfant va être dans la moquerie, de vouloir blesser, c'est dans le comportement que vous allez l'identifier. C'est vraiment d'être observateur par rapport au comportement, parce que vous allez pouvoir identifier et voir que dans les comportements, vous en avez un qui est dominé, automatiquement l'autre est dominant. Mais ensuite, ça peut s'inverser. C'est vraiment de ramener à l'équilibre. C'est pour ça que je veux plus donner des... Alors, est-ce que Fabien m'a entendu? C'est lui qui a posé les questions. J'ai entendu que la fin, que le temps de mélange. Volontairement, je posais des questions un peu basiques pour alimenter le débat. Très bien, parce que je disais que la réponse ne se fait pas tant par rapport à la définition du mot, puisque je dirais que chaque individu a son propre dictionnaire quelque part. Donc, je le fais plus par rapport au comportement. De l'identifier par rapport au comportement. Entre les enfants qui vont chamailler, en termes de comportement, ils seront sur des comportements qui seront égalitaires.